Des citrouilles grosses comme des roues de camion, des tomates qui mûrissent au ralenti, des arbres résistants à la pollution, les chercheurs produisent de drôles de plantes dans leur laboratoire grâce à des manipulations génétiques. Découvrons alors les mystères des OGM dans 3, 2, 1, c'est parti. Depuis les débuts de l'agriculture, il y a quelques 10 000 ans, l'homme s'est efforcé de maîtriser les plantes pour les adapter à ses besoins. Il a créé des variétés résistantes aux prédateurs et aux parasites, d'autres plus faciles à récolter ou plus productives. Les céréales, par exemple, ont d'abord été des graines d'espèces sauvages de graminées que les peuples de la préhistoire ont ramassées dans la nature. Par l'observation, ils ont appris peu à peu à sélectionner les semences les plus grosses et les plus productrices. Ils ont ensuite cherché à améliorer le rendement de ces cultures par des croisements successifs entre variétés proches. Jusqu'au XXe siècle, ces techniques appelées hybridation étaient le seul moyen à disposition de l'humanité. Elle a notamment permis de créer les clémentines, un agrume qui, généralement, ne présente pas de pépins. Un religieux, le père Clément, d'où le nom de Clémentine, les a mis au point en 1900 à Tanger. Pour y parvenir, il féconda des fleurs de mandarinier avec du pollen du bigaradier, une orange amère. Les hybridations successives sont parfois tellement nombreuses que la plante cultivée ne ressemble à rien à la plante sauvage originale. La fleur de l'éclantier, le rosier sauvage, est très différente d'une rose de jardin et s'apparente plutôt à celle du pommier avec une unique rangée de 5 pétales. Depuis une trentaine d'années, la biologie a connu une véritable révolution. On connaissait déjà le rôle des gènes dans la transmission des caractères héréditaires. Les parents transmettent à leurs descendants un ensemble de gènes dont chacun exprime un seul caractère. Pour une plante, ce peut être la présence de pétales blancs, de gros fruits ou d'un goût sucré plus prononcé. Les progrès de la science et de la technologie permettent aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin. Il est désormais possible d'isoler un gène d'un organisme vivant, de le reproduire et de le transférer à un autre organisme vivant. Ces manipulations regroupées sous le terme de génie génétique donnent naissance à de nouvelles plantes nommées transgéniques ou encore OGM, organismes génétiquement modifiés. Voici une explication simplifiée du transfert des gènes. L'introduction d'un gène étranger dans une plante se fait selon deux méthodes possibles. Une bactérie peut transporter le gène jusqu'au noyau de la cellule, sinon, des microbilles d'or ou de tungstène sont enrobés d'une substance contenant le gène avant d'être propulsés à grande vitesse jusqu'au noyau. Les cellules cultivées à partir de ce noyau donnent de jeunes plants qu'il faudrait ensuite répliquer en serre. La plupart des cellules de la plante transgénique expriment désormais le nouveau caractère. Contrairement à l'hybridation, les OGM ne peuvent se produire spontanément dans la nature. La nature interdit le croisement d'espèces différentes, ce qu'autorise le génie génétique. Il permet non seulement d'échanger un caractère précis entre diverses variétés d'une même espèce, une rose rouge et une rose blanche par exemple, mais aussi entre deux espèces, telles un melon et une tomate. Et leurs descendants peuvent conserver, si nécessaire, cette caractéristique. Il est même possible de transférer carrément des gènes d'un règne à l'autre, d'un animal à une plante par exemple, ou l'inverse. Avec de telles ouvertures, les champs pourraient être envahis de riz coloré, de betteraves encore plus sucrées, de plantes productrices de vaccins, voire de plastique. Au Texas, on est même parvenu à vacciner des souris de laboratoire contre l'hépatite B, une maladie de foie, et certaines formes de diarrhée en les nourrissant simplement avec des bananes génétiquement modifiées. Ce qui ouvre la voie vers une vaccination révolutionnaire par l'alimentation, encore plus agréable qu'avec seringues et aiguilles. L'un des premiers objectifs du génie génétique a été d'introduire dans les plantes cultivées des gènes de résistance aux insectes ravageurs. L'opération vise à réduire l'épandage de produits chimiques. Ainsi, une société française a obtenu un melon résistant à la mosaïque, une maladie très répandue de cette cucurbitacée. D'autres entreprises ont créé des plantes, maïs, colza, insensibles aux herbicides. Après traitement de la parcelle cultivée, toutes les mauvaises herbes sont éliminées, à l'exception de l'espèce génétiquement modifiée. Le même procédé permet d'améliorer le mûrissement, la conservation ou la tolérance à la sécheresse, aux maladies, aux parasites, etc. Il est déjà prévu que, dans quelques années, des maïs soient capables de fixer l'azote de l'air en guise d'engrais, à l'instar des légumineuses dans la nature. Les plantes transgéniques sont aussi utilisées dans le domaine de la santé. De nombreux programmes de recherche visent à transformer les plantes cultivées en véritables usines pharmaceutiques. Un laboratoire a introduit dans le patrimoine génétique d'un plant de tabac, par l'intermédiaire d'une bactérie, un gène prélevé sur le chien. Il a pour effet de déclencher la formation, dans l'effet de la plante, d'un produit qui fait complètement défaut aux victimes de la mucoviscidose, maladie mortelle frappant un enfant sur 2500. Jusqu'à présent, cette substance est prélevée en toute petite quantité sur le corps et coûtait très cher. Issue du tabac, il pourrait être produite sur des grandes surfaces et à un prix raisonnable.
Une autre révolution se prépare dans les laboratoires. Les champs pourraient se transformer en surface où seraient cultivées des fibres de plastique naturelles. La technique consiste à prélever des gènes de polymères produits naturellement par certaines bactéries présentes dans le sol. On introduit ensuite ces gènes dans des semences de pommes de terre ou de champignons. En poussant, les plantes produisent des fibres de polyester faciles à extraire et disponibles en grande quantité. Depuis 1987, des centaines de plantes transgéniques, tomates, colza, soja, pommes de terre, betteraves, maïs, tabac, coton, ont été testées en pleine nature. Certaines sont même disponibles dans le commerce, notamment aux États-Unis. Mais une série de risques écologiques retarde le développement attendu des OGM. La menace la plus simple est la dissémination des plantes transgéniques dans la nature. Prenons l'exemple d'une plante rendue insensible à certains herbicides. Les scientifiques redoutent que ces plants manipulés se croisent avec des plants sauvages de la même famille. Les descendants de cette union, porteurs du gène de résistance à l'herbicide, pourraient alors envahir les champs ou les milieux naturels. En effet, les organismes manipulés n'existent nulle part dans la nature et n'ont donc pas de prédateurs naturels. À plus ou moins longue échéance, ils risquent par conséquent d'éliminer de la surface de la Terre d'autres espèces de plantes sauvages. Pour éviter de tels bouleversements, les chercheurs imaginent différentes parades, comme l'utilisation de plantes transgéniques stériles incapables d'avoir de descendance. Il serait aussi préférable de cultiver les espèces manipulées dans les régions où ne poussent pas de plantes sauvages apparentées. Le maïs transgénique, par exemple, pourrait donc être cultivé en Europe, mais pas en Amérique, d'où il est originaire. Les OGM représentent aussi une nuisance potentielle aux insectes. Il s'avère que de fortes concentrations de produits synthétisés par des plantes transgéniques peuvent réduire la durée de vie des abeilles, menaçant ainsi la pollinisation, étape cruciale de la reproduction des plantes. Enfin, les gènes transmis pourraient être instables et se perdre progressivement au fil des générations. Une équipe de scientifiques a transféré des gènes censés rehausser la couleur des fleurs de pétunia. Une surprise de taille les attendait. Dans certaines lignées, non seulement les pétales ne présentaient pas une couleur éclatante, mais ils étaient devenus totalement blancs. Et vous? Oui, vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Sur ce, à la prochaine vidéo.